Dans le cockpit du B-17, les yeux de Charlie oscillent entre ses instruments et la ligne blanche de la côte, au loin. Il sait que la flaque va ouvrir le feu d'un instant à l'autre. Il espère que Pinky et les autres ont pu sauter. Il surveille les jauges et les moniteurs du cockpit. Le moteur 4 est capricieux. Il ne veut pas de mauvaises surprises. Jetant un œil à travers la fenêtre du copilote, il repère alors quelque chose qui le fiche d'effroi. Un chasseur allemand, un Messerschmitt Bf-109, vole à 1 mètre de l'aile droite de son bombardier. Charlie ferme les yeux et secoue la tête, pensant avoir sombré dans un mauvais rêve. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, le chasseur ennemi est toujours là. Au même instant, Pinky entre dans le cockpit et s'assoit sur le siège à côté du pilote. « On reste, dit-il. Avec les gars, on s'est dit que vous auriez besoin d'aide pour ramener ce tas de ferraille à la maison. » Charlie ne répond pas, fixant quelque chose derrière lui. Le copilote suit son regard. « Mon Dieu, c'est un cauchemar, murmure-t-il. Les yeux grands ouverts, Charlie dit à Pinky. « Il va nous détruire. » Mes amis, bien le bonjour dans ce nouvel épisode de Métal Curieux. Et oui, vous avez bien vu le titre de la vidéo, on va encore parler de Sabaton. Et plus précisément, de ma chanson préférée du groupe, et probablement dans mon top 10 des meilleures chansons de métal de tous les temps, classement certifié 100% objectivement personnel. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Comment raconter l'histoire ? Pour Sabaton, cela consiste à raconter la guerre. On l'a déjà vu, la plupart des chansons des Suédois traitent de conflits guerriers, voire militaires, en mettant un point d'honneur à prendre tous les points de vue possibles. De fait, une oreille peu avertie qui écouterait le refrain de Ghost Division pourrait penser à de la propagande nazie. Cependant, il suffit d'écouter un peu plus The Art of War, l'album dont est issu Ghost Division, pour se rendre compte que, non en fait. Par exemple, 42-1, la troisième chanson de l'album, raconte et célèbre la défense polonaise lors de l'invasion allemande de 1939, plus précisément pendant la bataille de Wisna. Parler de propagande nazie, c'est pas vraiment. Leurs détracteurs amènent parfois un autre argument, celui selon lequel Sabaton glorifierait la guerre, ce dont le groupe s'est évidemment toujours défendu. Sabaton ne glorifie pas la guerre, mais ce sont des passionnés d'histoire. Or, la guerre est une composante très importante de l'histoire de l'humanité, et le métal restant un genre musical agressif, c'est l'angle d'approche qu'ils ont choisi. En vérité, la seule chose que Sabaton pourrait éventuellement glorifier, et c'est une interprétation personnelle à prendre avec des pincettes, c'est le courage des hommes et des femmes qui prirent part aux guerres de toutes les époques. Non pas des dirigeants politiques, responsables de ces conflits, mais bien des soldats au front, risquant leur vie pour le devoir, pour leurs idéaux ou pour leur liberté. Si Sabaton glorifie quelque chose, c'est plutôt l'héroïsme individuel ou d'un petit groupe, lorsque la petite histoire s'inscrit dans la grande. Et pour illustrer cela, j'ai choisi de vous parler de No Bullets Fly, issu de l'album Heroes. Le 7 décembre 1941, la base américaine de Pearl Harbor est attaquée par surprise par les Japonais. Le lendemain, le président Franklin Roosevelt fait un discours devant le Congrès. Les États-Unis déclarent la guerre contre le Japon. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie, alliés du Japon, déclarent à leur tour la guerre contre les États-Unis. Si les Américains soutenaient déjà le Royaume-Uni et l'URSS avec des moyens matériels, notamment grâce à la loi Preble de mars 1941 facilitant l'échange de matériel militaire, ces événements déclenchent une intervention militaire majeure des Américains contre les forces de l'Axe. Les États-Unis s'engagent donc dans un combat sur deux fronts, dans le Pacifique contre le Japon et en Europe occidentale et en Afrique contre l'Allemagne et l'Italie. Conscient des priorités, Roosevelt se concentre sur l'Europe. C'est ainsi que le 19 janvier 1942 est créé le 8e Bomber Command, renommé 8e Air Force le 22 février. En tant que force aérienne stratégique, sa tâche principale consiste à effectuer des missions de bombardement sur des cibles stratégiques en Allemagne nazie et dans les pays occupés ou alliés. Pour lui faciliter le travail et élargir son cercle d'action, des bases d'opérations sont installées en Angleterre. À la fin de l'année 1943, un ancien garçon de ferme de Virginie occidentale arrive à la base du 379e Bomb Group de la 8e Air Force à Kimbolton. Il s'agit du second lieutenant Charlie Brown.
Le lundi 20 décembre 1943, Charlie Brown pilote et commande le bombardier B-17 surnommé Ye-Old-Pub, faisant partie d'une opération de bombardement de grande envergure sur les usines de fabrication de chasseurs allemands Focke-Wulf 190 à Brême. À 7h30 du matin, le Ye-Old-Pub décolle avec près de 475 autres bombardiers en direction de l'Allemagne. Aux alentours de 11h30, ils arrivent à une cinquantaine de kilomètres de Brême lorsque la flaque allemande les repère. Au sol, 250 canons anti-aériens ouvrent le feu, faisant éclore de nombreux champignons de fumée au sein des escadrons américains. Soudain, 4 détonations secouent le pub. Andy le bombardier hurle, ils sont touchés. Les explosions ont arraché une partie du nez en plexiglas de l'appareil et le moteur 2 est détruit. Pinky, le copilote, remarque alors qu'un obus avait également transpercé une aile, mais n'a heureusement pas explosé. Le moteur 4, que des soucis techniques rendaient déjà capricieux, commence à rugir. Et pour éviter qu'il n'arrache l'aile, Charlie Brown se voit contraint de réduire sa puissance. À travers les tirs ennemis, le Ye-Old-Pub parvient finalement à lâcher sa cargaison mortelle. Les 12 bombes de l'appareil chutent vers Brême. Son objectif accompli, Charlie Brown opère un demi-tour pour rentrer au bercail. Malheureusement, à cause des dommages subis par les moteurs, le pub perd de la vitesse et de l'altitude et se retrouve rapidement distancé par son escadron. L'appareil devient alors une proie facile, des avions ennemis le prennent en chasse. Les balles fusent. Comme si le bombardier n'était pas assez endommagé, voilà que le moteur 3 se bloque à mi-puissance, que les canons de la tourelle de queue s'enraillent et que ceux des tourelles latérales gèlent, les empêchant de tirer. Sur les 11 canons du pub, seulement 3 sont encore opérationnels, celui de la tourelle avant et ceux de la tourelle ventrale. Charlie fait ce qu'il peut pour éviter les tirs, il plonge, il tourne, il virevolte. En outre, le Ye-Old-Pub est percé de trous gros comme des poings, plus grand chose ne protège l'équipage. Et à cette altitude, à plus de 20 000 pieds, il fait moins 60 degrés et l'air est rare. Le système d'oxygène est endommagé, les membres de l'équipage perdent connaissance l'un après l'autre. Charlie lutte, mais rien n'y fait. Il sombre dans l'inconscience et le pub part en perdition. Les chasseurs allemands, constatant la chute du B-17, estiment qu'il est abattu et cessent la poursuite. 18 000 pieds, 15 000, 12 000. À 10 000 pieds d'altitude, l'oxygène commence à remplir à nouveau l'appareil. Charlie reprend conscience et tire sur le manche à balai de toutes ses forces pour stabiliser le pub. 7 000 pieds, 6 000, 5 000, à moins de 3 000 pieds, le B-17 arrête sa chute mortelle et recommence à voler droit. C'est un véritable miracle, surtout en sachant que le stabilisateur gauche de l'appareil est également endommagé. Bien qu'il n'y ait aucun ennemi à l'horizon, le bombardier n'est pas encore tiré d'affaire. Il se trouve encore dans le ciel allemand. Il doit rentrer en Angleterre, et pour cela, il doit traverser le mur de l'Atlantique, une ligne de défense allemande de plusieurs milliers de kilomètres le long de la côte atlantique. 3 membres d'équipage sont gravement blessés et l'artilleur de queue est tué. Charlie propose à ses hommes de sauter en parachute pour sauver leur vie, mais tous refusent. Ils l'accompagneront en Angleterre ou dans la mort. Pour Charlie Brown, il n'y a aucune chance de succès. Mais qu'a-t-il de mieux à faire ? Au même moment, sur l'aérodrome de Gevers, le lieutenant Franz Stigler pose son Messerschmitt Bf-109 pour le réapprovisionner en carburant et en munitions avant de repartir au combat. Stigler est un as de la Luftwaffe. Le pilote allemand entend le Ye-Old-Pub avant de le voir. Son chasseur réapprovisionné, il décolle avec pour objectif de détruire l'avion américain. Avec 27 victoires aériennes, il ne lui reste à abattre qu'un seul bombardier pour obtenir la croix de chevalier de la Croix de Fer. Il se place derrière le bombardier, le place dans son viseur, les doigts sur la gâchette. Mais quelque chose retient son geste. Les canons de l'artilleur de queue, qui aurait dû le repérer et tirer dans sa direction, pointent vers le sol. Franz constate alors l'étendue des dégâts. Ébahi, il se demande comment ce tas de ferraille parvient encore à voler. Il place son Bf-109 à 1 mètre de l'aile droite du Ye-Old-Pub et son regard rencontre celui de Charlie Brown. Dans le B-17, Charlie et son copilote n'en croient pas à leurs yeux. Ils s'imaginent que le pilote allemand va les abattre, mais rien ne se passe. Est-ce qu'il les nargue ? Est-ce qu'il est à court de munitions ? De son côté, Franz Stigler fait des grands signes, les encourageant à se poser et à se rendre. Mais les Américains ne comprennent pas le message. En vérité, à cet instant, Franz Stigler avait choisi de ne pas les abattre. Il s'était engagé pour venger la mort de son frère, mais lors de ses missions, en Afrique et en Sicile, il avait appris un code. Il devait se battre sans peur, mais avec modération.
Il devait célébrer des victoires et non la mort. En Libye, son supérieur, Gustav Rödel, lui avait dit cette phrase qui l'avait marqué. Si je te vois abattre un homme en parachute, je te tuerai moi-même. Bats-toi selon les règles pour garder ton humanité. Il est possible que pour Franz Stigler, à cet instant, le B-17 n'est pas plus dangereux qu'un homme en parachute, et tant pis si cela lui coûte une médaille. Bien que laisser partir le Ye Old Pub lui risque déjà la cour martiale si quelqu'un le voit et le reconnaît, Franz sait que le laisser partir seul sans aucune chance de traverser le mur de l'Atlantique ne vaut pas mieux que de l'abattre lui-même. Alors, Franz Stigler décide d'accompagner le B-17 jusqu'en Angleterre, protégeant le bombardier de la flotte allemande par sa présence. De son côté, Charlie Brown ne comprend toujours pas ce qui se passe. Frappé d'horreur par la présence du pilote allemand, il en a totalement oublié le mur de l'Atlantique. Ce n'est qu'au large de l'Angleterre, lorsque Franz Stigler les salue et fait demi-tour, que Charlie comprend. Son ennemi vient de lui sauver la vie. Franz Stigler ne parle de ceci à personne. Il sait que ce qu'il a fait correspond à un acte de trahison et lui vaut la peine de mort. Cependant, l'événement le change à jamais. Il continue la guerre, mais ne fait plus valoir ses victoires. Il restera à 27 victoires officielles enregistrées et n'obtiendra jamais la croix de chevalier, car pour lui, cela n'a plus de sens. De son côté, une fois posé sur le sol anglais, Charlie Brown fait son rapport. On lui ordonne alors de ne parler de cet événement à personne. Personne ne doit savoir qu'un équipage américain doit sa vie à un pilote allemand. Bien que dépité, car cela signifie que ces hommes ne recevront pas les médailles qu'ils méritent, Charlie Brown obéit à cet ordre. 40 ans plus tard, lors d'une réunion de vétérans, Charlie Brown raconte cet événement à ses amis. L'un d'eux lui demande ce qu'il est advenu de ce pilote allemand, mais Brown l'ignore. Il fait ses recherches et passe même une annonce dans un journal de vétérans allemands, le Jägerblatt. Puis, un jour, un homme l'appelle, c'est Franz Stigler. Lui aussi a survécu à la guerre. Et pendant toutes ces années, il s'était demandé ce qu'il était advenu de l'équipage du B-17. Est-ce que l'avoir épargné ce jour-là en avait valu la peine? Ce jour-là, Franz Stigler et Charlie Brown se retrouvèrent comme des frères qui s'étaient perdus de vue depuis des années. Ils devinrent amis et moururent en amis, à quelques mois d'intervalle, en 2008. Elle est extraordinaire cette histoire, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas ma déception lorsque j'ai appris qu'elle provenait d'un roman. Lorsque j'ai appris que No Bullets Fly était inspiré de ce que l'on appelait l'incident de Franz Stigler et Charlie Brown, j'ai tout de suite voulu en faire un épisode pour vous partager ça. Alors évidemment, j'ai fait mes recherches. Le problème, c'est qu'absolument tous les articles que j'ai pu trouver utilisent la même source, A Higher Call, un roman de l'américain Adam Makos, publié en 2012. Le même roman sur lequel Sabaton s'est basé pour écrire No Bullets Fly. Dès lors se posent inévitablement certaines questions. Comment trier la part de vérité de ce qui a été exagéré dans cette histoire? Comment savoir si les événements se sont réellement passés tels que racontés? Et est-ce que ce roman ne déforme pas la réalité en totalité ou en partie? Pour tirer ça au clair, il y a deux possibilités. La première, c'est de trouver un élément qui prouverait la véracité à coup sûr de cet événement. Dans le cas qui nous intéresse, l'incident de Franz Stigler et Charlie Brown ont fait face à un problème. C'est un événement qui a eu lieu à huis clos. En dehors des témoignages des principaux protagonistes, et j'y reviendrai, nous n'avons aucun élément sur lesquels nous appuyer. Charlie Brown a bien fait un rapport officiel à son retour de mission, mais un rapport militaire américain vieux de 77 ans, inutile de vous dire que je suis pas prêt de le retrouver. La deuxième possibilité, celle que j'ai mise en œuvre, c'est de trouver des éléments qui donneraient de la vraisemblance à cette histoire, ou au contraire, qui la discréditeraient totalement. Bon, la première chose à faire dans cette situation, c'est de s'intéresser à l'auteur. Adam Makos est un écrivain petit-fils de vétéran, passionné par les histoires de héros de guerre. Au lycée, il fonde le magazine Valor, à travers lequel il raconte des histoires de vétérans, de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Irak. A Higher Call est son premier roman et a rapidement été inscrit à la liste des best-sellers du New York Times. Dans la préface du roman, il nous raconte son parcours, comment il a grandi en pensant que tous les Allemands étaient des nazis, et comment, à 23 ans, il a contacté Charlie Brown pour lui demander de raconter son histoire. Charlie Brown lui a répondu que s'il voulait connaître son histoire, il devait s'adresser d'abord à Franz Stigler, le véritable héros.
Adam Makos fut quelque peu surpris, mais il prit au pied de la lettre le conseil de Charlie Brown, tira une croix sur ses principes et contacta l'ancien pilote allemand. Il passa une semaine avec lui, qui allait radicalement changer son point de vue. Pendant 4 ans, Adam Makos échangea régulièrement avec Charlie Brown et Franz Stigler. Il fit des recherches, échangea avec plusieurs vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il fut assisté par les archivistes des archives fédérales allemandes, des archives nationales anglaises et de l'agence des recherches historiques de l'US Air Force. Son roman, A Higher Call, est le fruit de ses années de travail, et comme il le dit lui-même, l'héritage laissé par Charlie Brown et Franz Stigler. Donc a priori, Adam Makos a fait un travail d'historien suffisamment propre pour être sérieux. En outre, vu qu'il présente son roman comme l'héritage de 2 vétérans, personnellement je n'imagine pas déformer volontairement l'histoire. Mais comme il s'agit d'une préface rédigée par l'auteur lui-même, il faut bien reconnaître que c'est peu suffisant. Cependant, Adam Makos fournit une bibliographie de plus de 2 pages à la fin de A Higher Call, et précise également que seul le carnet de vol de Charlie Brown a survécu à la guerre. En outre, il informe que ses sources primaires incluent des interviews, des courriers et des journaux personnels de vétérans. Ses sources secondaires, quant à elles, sont des publications, des livres, des musées, etc. Mais bon, ça fait beaucoup de sources, et j'ai pas l'argent pour payer l'accès à tout ça, ni le temps pour le faire. Comme il y a plusieurs anecdotes prétendument historiques dans le livre, j'ai voulu les vérifier en me disant que si elles sont vraies, ça donnera de la crédibilité à l'ensemble. Sauf que la vidéo est déjà assez longue comme ça, je vous mets quelques exemples sourcés dans un Google Doc en description, et je conclus direct. Toutes les anecdotes que j'ai vérifiées sont vraies. Toutes, sauf une, qui a bien failli me rendre fou. Pour comprendre le problème, notez bien qu'il s'agit d'une anecdote au sein du roman, dans le sens où cette information est lancée comme ça et ne fait pas avancer le récit. Mais au niveau historique, ces implications sont tellement énormes que ça ne peut pas être considéré comme une simple anecdote. Dans le roman, lorsque Franz Stigler rejoint le front d'Afrique du Nord, son supérieur, Gustav Rödel, lui demande s'il est membre du parti nazi, ce à quoi Stigler répond que non. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Adam Makos a cru bon de préciser la chose suivante. Rödel savait que les pilotes de chasseurs appartenant au parti étaient rares, et la plupart du temps des fanatiques. Pour être un nazi dans l'armée de l'air allemande, on devait avoir rejoint le parti avant de s'engager ou d'être enrôlé, généralement à un âge très jeune. Une fois qu'un homme avait rejoint l'Air Force, la loi de défense allemande de 1938 lui interdisait d'être membre d'un parti politique. Rödel avait pris l'habitude de repérer de tels pilotes immédiatement et de garder un œil sur eux. Et en fait, Adam Makos annonce comme ça, à l'air de rien, que la proportion de nazis au sein de la Luftwaffe était très faible. De mon point de vue, c'est très surprenant, et de fait, on a un problème. Si cette information s'avère fausse, cela pourrait remettre en question l'intégralité du roman, y compris l'incident entre Franz Stigler et Charlie Brown. Dans la mesure où une grosse partie du récit est basée sur le témoignage direct de Franz Stigler, et que cette information est lancée comme ça le temps d'un paragraphe, on peut penser que c'est Franz Stigler lui-même qui a prétendu que les nazis étaient rares dans la Luftwaffe. Sauf qu'en tant que pilote devenu lieutenant, Stigler ne pouvait pas ignorer que le parti nazi comptait nombre de ses membres parmi l'aviation militaire. De fait, d'où vient cette information? Cacherait-elle quelque chose sur Franz Stigler? Je vais pas rentrer dans les détails, car c'est un sujet complexe qui m'a pris beaucoup trop de temps, et j'en ferai probablement une vidéo à part entière. Sachez cependant que j'ai pris contact avec Victoria Taylor, une chercheuse de l'université de Hull en Angleterre, qui s'est spécialisée sur le sujet de la nazification de la Luftwaffe. Je lui ai parlé de mes recherches, et elle m'a répondu la chose suivante. On doit faire très attention à ne pas généraliser. La Luftwaffe n'était ni totalement nazie, ni libre de toute idéologie. On peut résumer la Luftwaffe comme un microcosme du Troisième Reich, une proportion importante de sympathisants au parti, ainsi que des opposants engagés par devoir envers l'Allemagne, mais en total désaccord avec l'idéologie nazie. De même, on pouvait trouver des nazis de confort, membres du parti pour booster leur carrière professionnelle, ainsi que des gens qui ne se souciaient pas de politique. En outre, elle m'a bien parlé d'une loi de 1935, empêchant les membres de la Wehrmacht de s'engager dans le parti nazi, mais cela n'avait rien à voir avec un souci d'impartialité. Le NSDAP ne voulait pas que les soldats s'engagent dans des missions politiques qui pourraient interférer avec leurs devoirs militaires. Cela n'empêchait pas cependant que les militaires étaient encouragés à participer à des activités de renforcement de l'esprit national-socialiste. Donc bon, aucun nazi dans la Luftwaffe, pas vraiment. Quant à savoir pourquoi Adam Makos a écrit ces lignes, nous ne pouvons nous livrer qu'à des suppositions. Il est possible que Franz Stigler ait menti, mais j'en doute fort. Pour rappel, le roman a été publié 4 ans après la mort de Stigler. Ce paragraphe a très bien pu être ajouté par l'écrivain pendant cette période. Ensuite, il y a une croyance encore tenace voulant que la Wehrmacht en général, et par extension la Luftwaffe, était propre de toute idéologie nazie, la séparant de fait des crimes commis par le Troisième Reich. Or, on sait aujourd'hui que c'est faux. Donc mon avis est le suivant. Cette information est fausse, mais bien que cela permette de prendre du recul,
elle ne suffit pas à décrédibiliser l'entièreté du roman. Finalement, j'estime que le roman est en grande partie cohérent et vraisemblable. La limite de cette méthode, cependant, c'est que tout cela ne nous dit rien sur l'incident Brandstiegler en lui-même. À ce sujet-là, j'ai pas grand-chose, mais je pense que c'est un pas grand-chose qui vaut son pesant de cacahuètes. Premièrement, j'ai trouvé la fiche de Charlie Brown sur le site de l'American Air Museum. Sur la fiche est mentionnée la phrase suivante: l'avion était si endommagé que le pilote allemand Franz Stiegler se sentit navré pour l'équipage et resta avec eux pour les accompagner vers l'Angleterre. Deuxièmement, le roman mentionne une peinture intéressante que j'ai pu retrouver. Cette peinture, intitulée The Ultimate Honor, représente la scène où le Messerschmitt Bf 109 de Franz Stiegler vole en formation avec le B-17 de Charlie Brown. Elle a été peinte à la fin des années 80 par Robert Harper, le lieutenant qui a consigné par écrit le rapport de Charlie Brown après la mission du 20 décembre 1943. Et enfin, j'ai retrouvé un enregistrement d'une interview plutôt touchante de Franz Stiegler et Charlie Brown, datant vraisemblablement des années 90, sur la chaîne YouTube de Wayne Friedman, un homme ayant travaillé pour la chaîne américaine CBS et à l'origine du reportage en question. Dans cette interview, les deux hommes racontent l'incident avec des détails qui sont tous présents dans le roman. Cet épisode a été relu entre autres par Rob de la chaîne YouTube L'Histoire avec une grande H, et qui me rappelait à juste titre que des témoignages sont toujours à prendre avec des pincettes, surtout lorsque les événements racontés datent de plus de 40 ans plus tôt. Et il a raison, il faut toujours se méfier d'un témoignage, en histoire et pas que. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas affirmer avec une certitude absolue que l'incident entre Franz Stiegler et Charlie Brown a véritablement eu lieu, ni s'il a eu lieu dans les conditions rapportées par le roman. J'ai pas de véritable preuve, et il est parfaitement cohérent de penser que certains détails ont été altérés par le passage du temps, tandis que d'autres ont été enjolivés pour les besoins de la narration. Mais, et là on rentre dans le domaine de la vie personnelle, moi j'y crois. Même s'il faut toujours se méfier d'un témoignage, je suis certain qu'un événement pareil, lorsque la mort vous regarde en face et que vous devez votre survie à votre propre ennemi, ça vous marque suffisamment profondément pour que les détails restent gravés dans votre mémoire le reste de votre vie. En outre, tous les éléments que je vous ai présentés tentent à montrer que ces faits ont véritablement eu lieu. Et puis pourquoi inventer un truc pareil ? Je crois fermement que le 20 décembre 1943, dans le ciel de l'Allemagne nazie, un pilote de Messerschmitt Bf 109 a bel et bien épargné l'équipage d'un B-17, puis a noué une amitié profonde avec son commandant, plus de 40 ans plus tard. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Attends. Tu vas pas partir comme ça? Comment ça? Et la réponse à la question? Quelle question? Bah, ce que t'as dit au début, là, comment raconter l'histoire? C'est hyper intéressant comme sujet, et t'en as même pas parlé dans la conclusion. Ah non, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça. Ah ok, non mais d'accord, le mec fait le travail à moitié, quoi. Donc, super les youtubeurs, bravo, hein. Alors là, pour faire du putaclic, il y a du monde, mais alors quand il s'agit de faire son travail sérieusement, il y a plus personne, hein. Ouais, bon. Je laisse la question en suspens, parce qu'elle est très intéressante, mais je n'ai que des bribes de réponses. Disons que je vais essayer d'en faire un fil rouge dans les vidéos à venir. Mais pour commencer, laissez-moi citer Joachim Broden, le chanteur de Sabaton. Il y a tellement d'histoires fantastiques dans notre passé, des histoires qui sont oubliées. Pourquoi devrions-nous en inventer de nouvelles ? On a là une démarche de mémoire, une démarche visant à rappeler des événements passés. En plus, j'ai l'impression que l'être humain a besoin d'histoires. On aime ça. Et on aime surtout les histoires qui transmettent des valeurs. Et dans notre cas, c'est l'héroïsme, l'abnégation et la fraternité. Il faut faire attention cependant à la façon dont on les raconte. Déjà parce que l'histoire est une discipline scientifique, on ne peut pas faire ni dire n'importe quoi, mais aussi parce que peu importe ce qu'on en dit, la façon qu'on aura de raconter les événements sera forcément biaisée, ne serait-ce que par le simple choix du sujet. Avec No Bullets Fly, Sabaton nous raconte certes une belle histoire, mais il ne faut pas la prendre pour argent comptant, et se poser des questions, y compris se demander pourquoi raconter cela, et de cette manière-là. Pour les Suédois, c'est donc une démarche de mémoire, même si on peut questionner la romantisation des événements à travers leurs chansons, mais pour d'autres groupes, c'est moins glorieux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusque-là, merci aux personnes qui m'ont aidé et qui ont fait les caméos, vous êtes trop nombreux, alors je vous mets les noms ici, quelque part. Merci infiniment à Victoria Taylor pour son aide et pour son temps. Je vous invite à la suivre sur Twitter, elle tweet régulièrement sur des sujets liés à l'aviation militaire, et en plus elle est actuellement en train d'écrire un livre entier sur la Luftwaffe. Inutile de vous dire que je suis dans les starting blocks pour l'acheter dès qu'il sera disponible. Pour finir, petit message mais pas des moindres, j'ai ouvert ma page Tipeee. Alors comme je le dis dans la description, je l'ouvre pas pour pouvoir en vivre. J'ai un métier parfaitement stable et un salaire qui tombe tous les mois, je vis très bien, y a pas de souci. Le problème c'est que YouTube, ça coûte des pépettes, et entre le matériel audiovisuel et les sources qu'il faut que je paye,
ah bah ça commence à vite devenir... Hein. Du coup, si vous souhaitez m'aider pour la réalisation des vidéos et tout simplement que je puisse acheter mon matos plus rapidement, et donc faire des vidéos de meilleure qualité plus rapidement, vous pouvez m'aider, je vous mets le lien du Tipeee dans la description. Je suis désolé si cette vidéo a mis aussi longtemps à sortir. Entre les aléas de la vie et le fait qu'elle m'ait demandé beaucoup plus de travail que d'habitude, ça a été très compliqué à gérer. Dans la description, vous trouverez toutes les sources utilisées pour cette vidéo. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous et... à très vite. Dixit le mec qui a pas sorti de vidéo en 10 mois. Faut que j'arrête de bouffer des kebabs avant de tourner aussi.